C'est tout bon. Donc, eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire où on va parler des bonnes pratiques de l'évaluation par les étudiants. Donc, pour rappel, on organise des webinaires tous les mardis à 11h30 d'une durée de 25 minutes, hein. Donc, c'est un format assez court pour aller droit au but où, eh bien, on va vous présenter les différentes façons d'évaluer, d'utiliser l'évaluation par les étudiants. Donc, ça, c'était ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les bonnes pratiques. On aura sur les prochaines semaines des webinaires qui vont être dédiés à certains cas d'usage, donc que vous voyez ici, hein, l'évaluation des membres du groupe, l'évaluation de travaux, de présentation orale, etc. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous y inscrire également. Hop, alors peut-être juste un petit mot sur Changi pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc nous, on est une solution d'évaluation et de feedback entre pairs initialement. Maintenant, on peut adresser aussi de nombreux autres cas d'usage qu'on verra par la suite. On travaille avec des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des universités, principalement en France, mais aussi en Suisse, Canada et Belgique. Et on s'intègre aux principaux learning management systems du marché comme Moodle, Blackboard, Brightspace, euh, pour avoir une expérience optimisée et pas avoir de login mot de passe supplémentaire. En ce qui me concerne, moi je m'appelle Jean et à ChangeMe, je m'occupe d'accompagner les enseignants, les utilisateurs dans la plateforme, que ce soit sur des questions techniques, donc comment utiliser la solution, ou alors pédagogiques pour conseiller sur les différents formats à utiliser en fonction des objectifs qu'on souhaite viser. Et je suis également accompagné de Florent. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser également dans le chat. Il y aura aussi un moment à la fin si vous avez des questions, évidemment. Bonjour à tous, ouais, n'hésitez pas à poser des questions, je serai là pour y répondre. Hop. Alors, on va commencer tout de suite par les bonnes pratiques. C'est vrai que quand on parle d'évaluation par les pairs, pour certains, ça va faire référence à un certain format d'activité. Pour d'autres, ça va être quelque chose d'encore différent. Donc, c'est vrai que l'évaluation par les pairs, ça va être le fait de mettre les étudiants en posture de correcteur et de demander d'apporter un regard critique sur les travaux de ses camarades, sur la contribution au travail de groupe, sur des présentations orales, ouais, différents formats. Et c'est vrai que avec ces différents formats, eh bien finalement on peut viser différents objectifs. Donc ça peut être des objectifs qui vont être directement liés aux étudiants, mais ça peut être aussi des objectifs liés à l'enseignant. Donc pour les étudiants, ça peut être de faire progresser les étudiants, que ce soit sur des compétences techniques ou des compétences plus transverses, hein, comme des soft skills. Ça peut être de, par exemple, faire développer l'esprit critique des étudiants, en leur demandant voilà, d'évaluer les travaux de leurs camarades. On peut viser aussi une amélioration de l'autonomie, de l'acquisition de compétences transversales. Il y en a aussi qui vont l'utiliser pour déclencher des discussions en classe, pour engager les étudiants aussi lors de présentations. Donc, au fait, on peut avoir un certain nombre d'objectifs qu'on souhaite atteindre. Et la première étape, ça va être de définir ces objectifs-là. Donc c'est vrai que ça peut être aussi des objectifs côté enseignant. Donc si je prends par exemple les travaux de groupe, on peut avoir envie d'individualiser la note des travaux de groupe. Donc ça peut être un objectif côté enseignant. Ça peut être de réduire la charge de travail quand on doit donner un feedback et une correction qui est personnalisée à chaque étudiant, notamment aussi sur le feedback, hein. C'est vrai qu'on adresse des grandes cohortes, on peut avoir tendance à donner des corrections standards ou faire des corrections automatisées. Là, avec ce type de pédagogie, on peut viser un objectif qui est de donner des feedbacks personnalisés propres au travail de chaque étudiant. Ça peut être aussi de diversifier les méthodes d'évaluation, d'avoir une meilleure compréhension des besoins avec les retours des étudiants. Donc voilà, vraiment l'important de vraiment bien définir ce qu'on souhaite faire avec l'évaluation par les étudiants en amont de concevoir l'activité, puisque c'est de cet objectif qu'on va pouvoir ensuite définir le format souhaité. Une fois qu'on a défini l'objectif, on va pouvoir lier à cet objectif un format. Donc, est-ce qu'on va utiliser l'auto-évaluation? Par exemple, ça va être l'objectif qui pourrait être lié, ça peut être de favoriser l'esprit critique et de permettre à l'étudiant de prendre du recul sur le travail qu'il a réalisé, la présentation qu'il a réalisée ou la contribution à un travail de groupe. Donc là, comme exemple, on a mis, après une présentation orale, l'étudiant évalue sa performance en termes de clarté, de structure et de gestion du temps. On peut avoir aussi un format qui est de l'évaluation de travaux ou de présentation orale. Donc là, on demande aux étudiants d'évaluer des livrables que leurs camarades auront réalisés ou alors des présentations.
Un objectif lié, ça peut être d'encourager la collaboration, l'échange d'idées et l'apprentissage par le feedback. Si on est sur de l'évaluation de présentation, ça peut être aussi d'engager les étudiants et de maintenir leur attention, ou alors aussi de déclencher des discussions en classe en prenant des exemples de feedback échangés par les étudiants. Donc ça, c'est un autre format, hein, l'évaluation de travaux. Donc là, généralement, ce type de format va plus viser des compétences techniques. On peut aussi choisir de l'évaluation intragroupe. Donc là, on demande aux étudiants non pas d'évaluer un livrable, mais d'évaluer leurs camarades avec qui ils ont collaboré sur un travail en commun, sur des critères plutôt comportementaux, la communication dans le groupe, la capacité à aider les autres, la prise d'initiative, etc. Donc un certain nombre de critères qu'on peut mobiliser à ce niveau-là. L'objectif ici, ça peut être de mesurer l'implication individuelle, les compétences collaboratives et la répartition des tâches au sein du groupe. Donc là, c'est vrai que côté enseignant, ça va être assez intéressant si on souhaite viser cet objectif. Côté étudiant, ça pourrait être aussi de restituer aux étudiants la perception des autres sur leur contribution au travail de groupe dans le but de leur permettre de comprendre comment est-ce qu'on contribue positivement à un travail de groupe et comment s'améliorer. Donc là, en exemple, on a mis, après un projet collaboratif, chaque membre du groupe évalue la participation, la qualité du travail, la communication des autres membres. On peut aussi avoir de l'évaluation on a mis par des tiers, ce qui veut dire qu'on va définir si les évaluateurs sont dans une même classe ou si on va élargir en disant que bah, une classe va évaluer l'autre classe pour, par exemple, réduire les biais. Euh, et du coup, voilà, avoir des évaluations qui soient plus pertinentes. Donc, vraiment, d'abord définir les objectifs, ensuite choisir le format d'activité souhaité. Qu'est-ce qu'on souhaite faire évaluer? Est-ce que c'est des travaux? Est-ce que c'est des membres d'un groupe? Est-ce que ce sont des présentations orales? Et comment cette évaluation-là va permettre de répondre à l'objectif? Une fois qu'on a identifié un petit peu le format, on va venir sur la conception de l'activité. Donc, la conception de l'activité, ça va démarrer par l'intégration de l'évaluation et de l'activité dans le scénario pédagogique. Donc, on va définir des étapes et leur timing en fonction bah, du scénario qu'on a choisi et de l'objectif visé. Donc là, l'exemple, c'est du dépôt enfin, de l'évaluation de travaux classique. Donc les étapes, ça pourrait être ben, préparer dans un premier temps les étudiants. Ensuite, on va avoir une phase de dépôt des travaux. On demande aux étudiants de soumettre un travail. Ensuite, une période d'évaluation. On demande aux étudiants d'évaluer, de donner des feedbacks sur les travaux déposés. Et enfin, une phase de restitution des résultats. Donc, comment est-ce qu'on redonne, on publie les résultats aux étudiants? Qu'est-ce qu'on publie aussi? Est-ce qu'on publie que les feedbacks? Est-ce qu'on publie que les scores? Ça, on peut choisir en fonction aussi de ce qu'on souhaite viser, puis de la maturité des étudiants qu'on a en face. Et puis après, prévoir aussi un temps de débriefing avec les étudiants pour bah, avoir leur retour, voir comment ils ont perçu aussi l'activité et permettre ensuite d'améliorer le format si jamais on a des retours. Au niveau des bonnes pratiques à ce niveau-là, on va recommander bah, effectivement d'inclure un moment pour présenter l'activité aux étudiants. Ça, c'est un point crucial hein, quand on fait de l'évaluation par les étudiants, c'est d'expliquer aux étudiants quel est l'objectif qu'on vise avec ce type de format pour qu'ils comprennent, eux, leur intérêt d'y participer. C'est vrai que si on lance une activité d'évaluation par les pairs sans avoir prévenu les étudiants, on peut avoir des résultats qui sont pas forcément satisfaisants à la fin, puisque les étudiants peuvent ne pas comprendre s'ils n'ont jamais eu l'occasion de participer à ce type de pédagogie. Pourquoi est-ce qu'on leur demande ça? Donc là, c'est vrai que le fait de présenter ce format-là aux étudiants leur permettra de mieux appréhender ensuite l'exercice et d'avoir, au fait, de mieux y participer. Euh, Plus pratico-pratique, ça va être d'ajouter du temps entre les phases pour gérer les imprévus. On peut avoir des retards, que ce soit sur du dépôt de travaux ou de l'évaluation de travaux. Le fait de se laisser des phases, du temps entre les différentes étapes, permet justement de gérer ces imprévus-là. Donc, de ne pas faire s'enchaîner directement toutes les phases, mais peut-être se dire on laisse 2, 3 jours en cas de retard euh, pour fluidifier en tout cas le déroulé de l'activité. Définir un nombre raisonnable de travaux évalués. Généralement, on va recommander, nous, 3 travaux évalués quand on est sur de l'évaluation de travaux classiques. Si on est sur de l'évaluation des membres du groupe, bah, ça va être tous les membres du groupe hein, pour que chaque étudiant puisse évaluer les membres de leur groupe avec qui ils ont collaboré. Si on est sur des présentations orales, on voit des enseignants qui vont demander d'évaluer que certaines présentations pour que les étudiants puissent vraiment focaliser leur attention sur ces présentations. Après, il y a
des enseignants qui vont décider aussi de demander aux étudiants d'évaluer toutes les présentations. Là, ça va être un petit peu du cas par cas. Mais si vous vous posez la question sur le nombre de travaux à évaluer dans ce type de pédagogie, généralement 3, c'est un bon format. Peut-être juste pourquoi 3, ça permet ensuite, déjà s'il y a qu'à la fin, la note finale ne soit pas composée que d'une seule note d'un évaluateur, mais puisse être la moyenne de 3 évaluations, par exemple, pour avoir quelque chose qui soit plus représentatif. Ensuite, on va attribuer les travaux aléatoirement à évaluer pour éviter que les étudiants se retrouvent à évaluer leurs copains ou ce genre de choses. Donc, on va répartir de façon aléatoire et du coup, si possible, de façon anonyme pour justement encore réduire les biais d'affinité. Ensuite, il va y avoir la définition de critères d'évaluation précis. Donc ça, c'est un point très important sur l'évaluation par les pairs, c'est d'avoir une grille critériée qui soit vraiment claire et explicite pour les étudiants pour que chacun puisse évaluer sur la même base. Alors, nous, ce qu'on va recommander, ça va être des critères avec ce qu'on va appeler des options prédéfinies, qui va permettre à l'étudiant de le guider sur son évaluation. Donc, on pourrait très bien, là, on a pris l'exemple avec fluidité de la présentation. Donc, on est dans le cadre d'une présentation orale, on demande aux étudiants d'évaluer la fluidité de la présentation. On pourrait laisser simplement fluidité de la présentation en leur demandant de donner un score, mais si on faisait ça, les étudiants auront plus de chances d'avoir des interprétations qui soient différentes. C'est-à-dire que pour un étudiant, si on leur demande de noter sur 10, une bonne présentation, peut-être que ça va, pour un étudiant, ce sera 9, et puis peut-être que pour un autre étudiant, 7, il estimera que c'est une bonne présentation également. Donc si on met des éléments observables en face de différentes options, là, on réduit la subjectivité avec une description très claire sur ce qu'est, voilà, sur ce que l'étudiant doit sélectionner. Et puis ensuite, à chaque option, on peut associer un nombre de points pour ensuite générer une note. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va recommander, hein, vraiment détailler au maximum les critères pour que les étudiants puissent comprendre et se rendre compte au fait qu'ils sont en capacité d'évaluer. C'est des questions que certains étudiants peuvent avoir, mais est-ce que moi, je suis capable d'évaluer un camarade? En fait, la grille critériée, au plus elle est explicite et au plus elle est claire, plus les étudiants ont de facilité à l'utiliser. Ça leur permet aussi de comprendre là typiquement on est sur la fluidité de la présentation, qu'est-ce qu'une présentation fluide? Quels sont les différents niveaux d'attente d'une présentation qui est fluide et qui s'enchaîne correctement? Au niveau du nombre de critères d'évaluation, pareil, c'est dans les grandes lignes, il n'y a pas de règle exacte, ça, après c'est du cas par cas, mais on va dire qu'en général, on va recommander 5 à 6 critères environ pour ne pas surcharger les étudiants de critères et du coup qu'ils puissent les évaluer correctement. Si on en a trop, on peut avoir un risque que les étudiants, ils passent un peu trop rapidement et bâclent un peu le travail. Et si on n'en a pas assez, c'est que la note sera pas forcément très voilà, représentative, en tout cas, ne se basera pas sur beaucoup d'éléments. 5 à 6 critères, c'est ce qu'on a en tout cas observé sur un chiffre qui fonctionne bien. Si on a la possibilité de le faire, on va co-construire cette grille avec les étudiants et la tester, du coup, pour voir si elle est bien comprise et si tout le monde voilà, la comprend correctement et permettre aux étudiants de poser des questions s'ils en ont sur cette grille. Le fait de co-construire, ça les engage aussi dans ce type de pédagogie et ça leur permet aussi de comprendre l'intérêt. C'est-à-dire qu'ils vont se poser des questions sur, OK, on me demande tel livrable, ou alors on me demande d'évaluer tel élément, comment je vais évaluer ça? Sur quelle base? À quel moment je vais pouvoir dire que ce livrable-là a été fait de façon correcte euh, et les différentes échelles liées. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment un des points vraiment très importants sur quand on adresse ce type de pédagogie, le fait de définir ce type de grille. Ensuite, on peut aussi recommander, si on veut avoir un aspect qualitatif, et nous c'est ce qu'on va recommander, d'intégrer des champs de feedback pour permettre à l'étudiant de donner son feedback sur les travaux de ses camarades ou les présentations ou ce qu'on demande à l'étudiant d'évaluer. Alors on pourrait avoir un champ de feedback avec donner votre feedback, et après on peut aussi avoir des champs qui sont distincts pour contextualiser le feedback attendu. Typiquement, relever les points forts et relever les axes d'amélioration. Quand on a deux champs comme ça va inciter l'étudiant à développer son feedback et pas à mettre simplement bon travail ou mauvais travail ou peut mieux faire ou voilà, des feedbacks qui ne seront pas forcément pertinents pour celui qui va le recevoir. Là, en contextualisant les champs de feedback, en demandant de relever les points forts et les axes d'amélioration, on va orienter le feedback. On va peut-être aussi orienter la forme, puisque du coup, là,
va amener l'étudiant à relever aussi, à donner un feedback équilibré, hein, qui a à la fois des points forts et des axes d'amélioration. Et pour la restitution des résultats sera plus intéressant aussi, vous, pour vraiment identifier tous les points forts et les axes d'amélioration de chaque étudiant. Donc ça, c'est un point assez intéressant à prendre en compte, hein, quand on veut amener les étudiants à donner un feedback qui soit qualitatif. Donc là, on était sur la conception de l'activité. Maintenant, on passe plus sur la préparation des étudiants. Donc, comment est-ce qu'on va préparer les étudiants à l'évaluation par les pairs? Déjà, le premier point, c'est de clarifier les attentes et de lever les doutes. Donc, permettre de, en classe, créer un climat de confiance et de s'assurer qu'ils ont bien compris l'objectif de l'activité et ce qu'on leur demande. S'ils ont des questions ou des idées reçues, le fait que, bah, par exemple, certains peuvent dire qu'ils ne se sentent pas capables d'évaluer ou que la note finale ne sera pas forcément objective ou que du coup, ce ne sera pas juste s'ils sont évalués par les étudiants, c'est de définir aussi bah, comment vous allez exploiter les résultats. Donc, vraiment être transparent avec eux sur bah, quelle est la façon dont vous allez utiliser les résultats, quel est l'objectif? Si c'est de faire progresser les étudiants, par exemple, ils vont se rendre compte que finalement, la note, elle ne sera pas forcément utilisée, donc ils vont plus se concentrer sur le feedback. Voilà, vraiment définir avec eux l'objectif et être le plus transparent possible sur comment est-ce que vous allez utiliser les éléments par la suite. Les rassurer aussi sur le format, de dire que si l'évaluation est anonyme, elle va être anonyme, que l'objectif, c'est de faire progresser les étudiants et donc du coup d'être bienveillant dans ces feedbacks. Ce qu'on va recommander aussi, c'est de montrer des exemples de bons et mauvais feedbacks pour leur expliquer quelles sont les attentes à ce niveau-là. On a des guides, hein, qui permettent d'expliquer. Je vous montrerai ça juste après dans la slide suivante. Euh, on peut aussi leur proposer des structures. Donc, on a ou des méthodes pour donner un feedback. Si on est sur des étudiants qui n'ont jamais eu l'occasion de donner de feedback, leur expliquer comment est-ce qu'on donne un bon feedback, quel est l'objectif du feedback, et du coup, fournir des méthodes. Il y a la méthode STAR qui existe. Il peut y avoir la méthode SKS quand on est dans de l'évaluation intragroupe. Donc, SKS, ça va être Start, Keep, Stop. Quand on demande aux étudiants, par exemple, d'évaluer leurs camarades dans un travail de groupe, on va demander aux étudiants, donc avec Start, c'est qu'est-ce que votre camarade devrait commencer à faire, Keep, qu'est-ce qu'il devrait continuer à faire, et Stop, qu'est-ce qu'il devrait arrêter de faire. Voilà, ça peut être des méthodes comme ça qu'on leur donne pour faciliter le travail sur le feedback. Vous pouvez faire des évaluations de tests en amont, hein, pour s'assurer que la grille est bien comprise, que eux ont bien compris aussi euh, l'objectif. Là, on appelle une évaluation de test, c'est faire évaluer un travail fictif pour ben, permettre aux étudiants de prendre en main la grille et l'appliquer. Euh, et puis, du coup, oui, détailler les objectifs. Donc, j'ai parlé de l'intérêt du feedback donné et reçu. Donc, apprendre aussi aux étudiants à donner un feedback, à recevoir un feedback. Donc, que c'est dans leur intérêt de développer ces compétences-là, que par la suite, ça va leur servir aussi dans le monde professionnel, surtout s'ils sont sur des postes de manager, et bien préciser aussi si la note va compter ou pas. C'est vrai que la note, ça va dépendre après des étudiants qu'on va avoir en face. C'est des étudiants plutôt jeunes ou plutôt avancés dans le cursus. Mais c'est vrai il y a pas de règle générale. Il y a des enseignants qui vont pas du tout, qui vont pas vouloir prendre en compte la note et qui vont faire que de l'évaluation par les pairs pour former les étudiants. Donc ça, c'est vrai que c'est une grosse partie des activités qu'on observe, hein, vraiment juste pour la formation des étudiants et le développement de compétences. Il y en a qui vont prendre la note d'évaluation par les pairs comme 30% du note finale, par exemple. Il y en a qui vont laisser plus de marge s'ils voient que les étudiants sont très à l'aise dans l'évaluation. Nous, on a eu des retours avec des enseignants qui faisaient à de la fois de l'évaluation par les étudiants et de l'évaluation par l'enseignant. Vous pouvez comparer un petit peu les notes données, ils se rendaient compte qu'il y avait une vraie corrélation et que bah, derrière, ils ont donné plus d'importance à l'évaluation par les étudiants. Donc sur cette question de comment est-ce qu'on va prendre en compte aussi la note à la fin, ça va vraiment dépendre de vous, comment vous jugez la capacité des étudiants à évaluer. Donc vous pouvez très bien regarder à la fin si vous estimez que c'est cohérent, vous pouvez aussi ajuster si jamais vous estimez que des ajustements sont nécessaires. Ensuite, donc là, une slide sur comment est-ce qu'on forme les étudiants au feedback. Ça peut être très simple, hein. On leur présente ce que doit contenir un feedback. Donc là, c'est une capture d'écran d'un guide qu'on propose où on explique, ben voilà, un feedback doit comporter différents éléments, des faits objectifs, des points forts, des axes d'amélioration et des pistes d'amélioration. Et ensuite, on le met en parallèle avec un exemple de feedback en disant, ben voilà, les points forts sont en vert, les points
euh, les faits objectifs sont en bleu, etc., pour permettre aux étudiants de bien comprendre qu'est-ce qu'on attend en termes de feedback. Ensuite, on va encadrer l'activité. Donc, encadrer l'activité, ça va être d'accompagner les étudiants dans l'activité. Alors, généralement, quand voilà, ils sont lancés, là, quand on dit accompagner les étudiants, c'est vérifier que ben, la mise en application de ce qui leur est demandé se passe correctement. S'ils ont des questions, prévoir un canal de communication sur cette activité pour être sûr qu'ils puissent vous contacter en cas de questions ou d'incompréhension. Regardez si les évaluations se déroulent avec bienveillance et respect, s'ils ont bien compris l'objectif. Si c'est le cas, peut-être, vous voyez des choses à ajuster, peut-être préciser aux étudiants. Alors quand c'est possible de le faire, hein, ça dépend de la taille des cohortes évidemment, mais préciser à ces étudiants-là les attentes. Si on voit que c'est pas exactement ce à quoi on avait visé au début de l'activité. Et puis ensuite, bah, les encourager également à donner des feedbacks riches, peut-être au cours de l'activité, montrer des exemples de feedback qui ont été donnés qui sont très pertinents pour les motiver aussi à donner ce type de feedback. Préciser aussi que certains feedbacks pourraient être présentés à la classe pour montrer bah, des exemples de bons ou au contraire même des feedbacks à améliorer. Et évidemment, faire des relances si on voit que bah, l'engagement n'est pas assez élevé. Et puis ensuite, on va pouvoir exploiter les résultats, donc organiser un temps de retour pour valoriser les feedbacks reçus. Donc ça peut être en classe où vous allez prendre certains feedbacks des étudiants que vous jugez pertinents et vous allez pouvoir bah, peut-être déclencher aussi des discussions en classe pour demander aux étudiants ce qu'ils en pensent, comment ils l'auraient formulé différemment, est-ce qu'ils sont d'accord, pas d'accord, ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'on a mis aussi encourager les réactions au feedback. Voir comment est-ce que vous restituez les résultats. Est-ce que vous publiez les résultats aux étudiants? De quelle manière? Est-ce que vous donnez accès uniquement au feedback? Alors après, ça va être de comment est-ce que vous allez mettre en place ce type d'évaluation. Si on est sur du format papier, il y a des choses où on va être limité, mais voilà, réfléchir à ça aussi. Comment est-ce qu'on restitue ces résultats-là? Ensuite, accompagner la réception des feedbacks, donc expliquer aux étudiants comment est-ce qu'on reçoit un feedback. Donc, c'est vrai que je vous ai montré un exemple avec un guide sur comment est-ce qu'on donne un feedback, mais on peut aussi proposer des guides aux étudiants sur comment est-ce qu'on va recevoir un feedback pour permettre à l'étudiant bah, de l'exploiter au maximum. Et puis ensuite, analyser la qualité de l'activité, donc vérifier si les évaluations sont cohérentes, argumentées et respectueuses. Ce qui peut être intéressant en termes de données aussi, quand on veut voir si les notes sont cohérentes, c'est regarder les écarts types. C'est-à-dire que pour un étudiant qui a été évalué, s'il a été évalué par 4-5 étudiants, on va pouvoir regarder l'écart type et voir si bah, si l'écart type est élevé. À ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas eu consensus sur les évaluations données. Ou s'il est faible, bah, ça veut dire que là, tous les étudiants étaient plutôt d'accord sur les évaluations. Et donc, potentiellement, la note n'a pas besoin forcément d'être modérée puisque tout le monde est d'accord et qu'on va plutôt se concentrer sur les notes avec écart type élevé sur la modération. On peut aussi envisager une évaluation des feedbacks reçus. Donc là, c'est quand on a le temps de le faire, c'est permettre aux étudiants d'indiquer s'ils ont trouvé les feedbacks reçus utiles ou pas. Ça leur permet aussi de se mettre dans une bonne posture pour accepter le feedback, puisqu'on va leur poser des questions sur la qualité des feedbacks. Ça peut être est-ce que le feedback est bienveillant? Est-ce qu'il est structuré correctement? Est-ce qu'il est pertinent? Donc, est-ce qu'il propose des pistes d'amélioration? Est-ce qu'il est bien équilibré avec à la fois des points forts et des axes d'amélioration? Voilà, ce genre de choses. Même si un étudiant, à première vue, a un feedback qui lui plaît pas trop, il va pouvoir se poser ce genre de questions pour avoir une analyse un peu plus objective. Et puis ensuite, prendre aussi les retours des étudiants, ça peut être oralement ou via un questionnaire, pour avoir leur ressenti par rapport à l'exercice, voir si tout s'est bien passé, si ce type d'activité leur plaît, s'ils souhaitent recommencer. Et puis vous, ça vous permet aussi d'optimiser derrière l'activité par rapport à ce que vous avez mis en place. Généralement, sur ces formats-là, sur l'évaluation par les pairs, on peut avoir, en tout cas nous, ce qu'on a observé, c'est que les étudiants peuvent avoir des questions au début pour ceux qui n'en ont jamais fait, hein, je parle. Donc les étudiants peuvent avoir des questions sur la pédagogie, pourquoi qu'on leur demande ça, etc. C'est pour ça qu'on insiste sur l'importance de présenter le format aux étudiants et les objectifs. Et après, une fois qu'ils sont allés dans le processus, ils se rendent compte qu'au fait, ben, au niveau voilà, à plein de niveaux différents, ça va les aider dans ben, la progression sur certaines compétences, notamment le fait de découvrir aussi les travaux des autres. Ça, c'est un point qui remonte souvent, le fait de découvrir les travaux des autres et de pouvoir les évaluer, c'est vraiment changer de posture et ce changement de posture favorise après l'assimilation de notions.
Voilà, donc pour résumer, en bonne pratique, on va avoir la définition des objectifs et du format le plus adapté en fonction de cet objectif, choisir des critères clairs et compréhensibles, former les étudiants à l'évaluation et au feedback, donc encadrer le processus, donc au niveau du suivi, des rappels, etc. Utiliser les retours pour améliorer les apprentissages et surtout intégrer l'évaluation dans une stratégie pédagogique globale. C'est pour ça que je parlais du scénario pédagogique en amont. Vraiment se dire à quel niveau on souhaite que l'évaluation par les pairs intervienne. Les points de vigilance, ben, c'est de lancer une évaluation sans cadre ni explication. À ce moment-là, on peut avoir des questions sur la surnotation ou de la qualité des évaluations, sur l'évaluation par les pairs. Ça va favoriser une surnotation, hein, le fait de lancer des évaluations sans expliquer forcément aux étudiants ce qu'on attend d'eux. Ne pas former les étudiants sur le feedback, utiliser trop de critères ou des critères qui ne sont pas forcément compréhensibles. Et puis ensuite, ne pas prendre en compte les retours des étudiants. Et voilà, en fait, hein, le point, c'est imposer sans expliquer le sens pédagogique. C'est vrai que si on utilise ce type de pédagogie sans au préalable former les étudiants, on a plus de chances qu'on ait voilà, des échanges qui soient pas forcément pertinents ou des feedbacks qui soient peu qualitatifs ou des notes qui soient un peu faites à la va-vite. D'où l'intérêt de respecter les différentes bonnes pratiques qu'on a vues. Peut-être juste un point sur Challenge Me pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, nous, on est une plateforme d'évaluation et de feedback. On travaille avec un système de phases qui permet de structurer un petit peu les évaluations entre pairs, un petit peu comme vous le souhaitez. Donc, je dis évaluation entre pairs, mais vous pouvez aussi inclure de l'évaluation par les étudiants, par les enseignants, pardon, par des correcteurs externes. Ce qu'on appelle aussi la co-évaluation, hein, le fait de faire évaluer des étudiants par plusieurs profils de correcteurs pour croiser un petit peu les perspectives. Et du coup, on propose voilà, ce type d'environnement pour faciliter la mise en place de ce type de pédagogie, que ce soit sur des petites ou des grandes cohortes, en asynchrone ou en synchrone, et avoir un maximum de flexibilité pour l'adapter au scénario pédagogique. Donc, si vous êtes intéressé et que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à nous demander une démo, on sera ravi de vous en faire une. Voilà pour ce webinaire. On arrive au terme du temps. Pour rappel, celui de la semaine prochaine, ça va porter sur l'évaluation des membres du groupe. On verra comment est-ce qu'on met en place une évaluation des membres du groupe, déjà d'un point de vue pédagogique, et ensuite sur la plateforme. Donc là, ça va être plus aussi technique sur comment est-ce que dans la plateforme, on va pouvoir créer ça. Si vous avez des questions, c'est le moment du coup d'activer vos micros ou de les poser directement dans, dans le chat. N'hésitez pas à activer vos micros. C'est vrai qu'on est nombreux, Oui, j'aurais une mais c'est le question plaisir. en fait. Oui, bonjour Michel. Bonjour. Oui, en fait, à mon école, je sais qu'on a activé cette activité sur notre LMS, Ouais, sur la plateforme qui s'appelle Brightspace, ok, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Est-ce qu'il oui. y a quelqu'un, il y a un référent sur place ou il faut vous contacter pour savoir comment le mettre en place pour l'année prochaine, pas pour l'automne? Alors, est-ce que du coup, ça dépend l'école, mais j'imagine, c'est peut-être l'EM Lyon du coup? Oui, c'est EM Léon. Oui, oui. Donc donc vous avez, je sais qu'il y a je sais plus pas comment vous appelez ça, peut-être teaching assistant Oui, qui vont vous oui, des aider à instructeurs. mettre en place les activités. Je sais que par exemple Florence Richard utilise beaucoup la plateforme. Vous avez des référents comme ça D'accord. en interne. Après, vous pouvez tout à fait nous consulter, hein. Nous, on propose un accompagnement pour vous aider à créer vos activités. Donc vous pouvez nous consulter pour si vous souhaitez bah, avoir une présentation de la plateforme, explication sur comment créer vos activités. D'accord. Mais voilà. Mais en interne, il faut commencer par les instructeurs. C'est ça. OK. Comme vous le souhaitez, au fait. Si vous avez un contact avec un D'accord. instructeur, vous pouvez le faire, effectivement. Après, nous, vous pouvez aussi nous consulter. Oui, il n'y a pas de problème. Super. Bah, je vais peut-être prendre rendez-vous pour la Ça rentrée. marche. Merci. Merci beaucoup. Vous aurez nos contacts, hein. On vous enverra le replay de toute façon. Donc, dans ce mail, vous D'accord. pouvez très bien nous contacter à ce niveau-là. Super. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions également? Oui, je vois Guarlan. Oui, pardon, j'ai pas ma caméra. Moi, je suis de l'IESEG. D'accord. J'avais un peu la même question sur le démarrage. Oui, Je crois que c'est dans My IESEG. oui, Euh, et après, pareil, en fait, pour la première installation, on peut fixer un rendez-vous. tout à Euh, fait.
partage d'écran pour que vous nous montriez où il faut aller en fait. Ouais, bien sûr. En fait, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous là dans le mail que je vous enverrai. Vous aurez un lien de prise de rendez-vous. Et puis, vous pourrez du coup prendre un rendez-vous avec, ce sera soit moi, soit Florent. Et du coup, on pourra vous accompagner dans la création de vos activités. Ok. Et vous savez, à l'ISX, il y a déjà beaucoup de gens qui l'utilisent? L'IESEG, oui, il y en a beaucoup en termes d'enseignants. Je sais plus combien il y en a, mais oui, il y en a un paquet à l'IESEG. Ok, ok, merci. Est-ce que d'autres ont des questions? Si jamais de toute façon vous en avez par la suite, vous pourrez tout à fait nous les poser ultérieurement. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Mais en tout cas, je vous remercie tous pour votre participation. J'espère que le format vous a plu. N'hésitez pas à nous faire un retour sur le format. Ça nous permet de nous améliorer aussi sur ce qu'on vous propose en termes de contenu, par retour de mail qu'on vous enverra. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne journée, puis un bon appétit. Merci à tous. Merci. 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 Bonne journée. Bonne Au Bonne journée. Au revoir. journée. revoir. Au revoir.